préparé un sommaire qui se veut en 30 minutes chrono, lever le voile sur certains coûts cachés pour l'entreprise, après une courte introduction sur Sedge que vous connaissez tous et nos offres. On fera le constat ensemble, c'est quoi justement l'état des lieux et pourquoi on a un a priori aussi négatif sur le RP. On expliquera par des éléments concrets vus de notre fenêtre, liés à notre expérience sur le sujet, dans les murs chez nos clients, quels peuvent être les coûts cachés, non pas ceux que vous connaissez déjà et dont on discute lorsqu'on se rencontre, mais ceux qu'on ne voit pas. C'est cela qu'il est important de connaître pour éviter les éventuels pièges. Et puis, je me permettrai de donner quelques recommandations qui me semblent intéressantes à partager. Alors, Sedge, vous connaissez tous, hein, Sedge dans la salle, Sedge spécialiste de la gestion d'entreprise, Sedge éditeur mondial classé par le Gartner comme le 3e éditeur de RP dans le monde, avec un peu plus d'1,6 milliard d'euros de revenus. Sedge qui, vous le voyez, est réparti à peu près sur toute la planète, en tout cas à tous les endroits stratégiques où auront besoin d'aller nos clients, qui se comptent à plusieurs millions dans le monde. Alors en termes d'organisation, nous sommes 13 000 collaborateurs. Ce qui est important à savoir, c'est que nous sommes 2000 collaborateurs en France, couvrant les métiers de l'édition, donc le commerce, le marketing, ce qui est le cas de tous les acteurs internationaux, mais beaucoup plus rarement sont également implantés la R&D, l'assistance client, également des pôles d'intégration pour apporter toute l'expertise qu'attendent nos clients et notre écosystème de partenaires. Et c'est au titre de cette expertise que je me suis référée d'ailleurs pour aller puiser des retours d'expérience que je vous partage là. Alors Sedge est reconnu pour sa spécialité auprès des petites et moyennes structures, avec la vocation, la promesse d'être autre chose qu'un simple éditeur de logiciels, d'être un vrai partenaire dans leur développement, à travers, je dirais, une offre large qui fait qu'on a une vue sur à peu près toutes les briques du système d'information, à travers des solutions intégrées, mais également des briques expertes sur les domaines clés que sont la paie, la RH, le CRM, la trésorerie ou la communication bancaire. Alors, on va parler, bien sûr, quand on va parler de logiciels de gestion intégrée ou de ERP, en fait, je fais référence à deux solutions qui sont présentées sur le salon. Sedge 100 Business Management Solution, qui est une solution qui se dédie aux petites structures, en grosso modo moins de 200 employés, et qui va apporter une réponse nécessaire et suffisante en termes de couverture fonctionnelle, mais également de simplicité, puisque ça s'installe en une vingtaine de jours. Sedge X3 qu'on présente également sur ce salon, qui est une offre internationale, qui est éprouvée dans plus d'une centaine de pays, à travers 5000 clients qui ont adopté la solution, qui est robuste, multi-législation, multi-langue, multi-site, et qui présente la particularité d'être doté de toutes les aptitudes attendues d'un ERP, mais voire plus encore, puisque certains de son modules sont reconnus comme étant des modules spécialisés, tels que la gestion d'entrepôt ou la gestion des biens immobilisés. Alors pour parler du sujet, parce qu'on n'est pas là pour parler des produits, on est là pour parler du sujet. Avant de parler de ERP, un ERP c'est avant tout un projet et c'est avant tout un projet d'entreprise. Et les entreprises ne sont pas égales entre elles par rapport à cela. Elles n'ont pas toutes le même chemin à parcourir. Alors ainsi, on va devoir distinguer les PME, enfin au sens le plus générique, les petites structures, qui sont bien souvent en découverte de ce que peut leur apporter une solution de gestion intégrée, qui ont souvent des grands besoins, mais qui ont très peu de moyens, tant sur le plan financier que sur le plan humain, et qui ont vraiment besoin d'aller très très vite à l'essentiel, tout en gardant l'espoir d'avoir une solution qui grandit avec elle. Au milieu, au cœur, je dirais, des utilisateurs de RP, on retrouve les moyennes entreprises, qui sont des entreprises plus matures, qui ont bien souvent, qui sont en renouvellement de leur système d'information, donc ils connaissent parfaitement les enjeux autour de l'ERP, qui d'ailleurs sont assez exigeantes et d'ailleurs instaurent dans leur système d'information bien plus que l'ERP. Souvent, ils incorporent des briques spécialisées et qui mettent vraiment l'ERP au cœur de leur stratégie d'entreprise. Et puis, regroupant, je dirais, les tracasseries des deux profils précédents, on trouve un panachage de ces profils-là chez les groupes nationaux et internationaux, des groupes qui souvent sont sur des plans, des déploiements pluriannuels, ayant la logique d'une implémentation presque en mode industriel pour équiper leurs filiales, tout en s'inquiétant de la cohésion d'ensemble. Le dénominateur commun, malgré la diversité de ces profils d'entreprise, c'est qu'il y a un point qui les obsède lorsqu'ils choisissent et qui déclenchent les consciences, c'est de trouver en l'ERP des gisements de productivité. La réduction des coûts est l'objectif qui les pousse, qui déclenche les consciences. Et d'ailleurs, quand on vient nous voir, on voit bien des interlocuteurs qui recherchent à acheter l'ERP le moins cher possible. Néanmoins,
le bénéfice à gagner dans l'ERP, et c'est ce qu'on va décrire, eh bien, va bien plus loin que cet objectif, puisqu'il y a à trouver derrière l'ERP des vrais leviers de développement. Alors d'où ça vient également cette perception, une perception extrêmement négative de l'ERP, c'est que souvent ça évoque chez la plupart d'entre vous quelque chose qui est coûteux, quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est laborieux, et certains même ironisent sur l'acronyme ERP, Expense, Regret, Pain, pour matérialiser la pénibilité qu'ont pu représenter pour ces entreprises. Et certains d'entre vous se reconnaîtront pour avoir défendu un projet qui n'en terminait pas. Alors, ce qui est important à retenir, au-delà de l'anecdote, c'est que bien souvent, non pas que la solution soit mauvaise ou que l'intégrateur soit mauvais, c'est qu'on n'a pas forcément eu conscience au moment où on démarre le projet de l'intégralité des natures de coûts, et c'est bien de ça dont on va parler. Alors, pour étayer le propos, nous nous étions inquiétés chez Sage, et chez Sage, on a les moyens en fait, de se faire une observation sur des panels intéressants. On avait demandé il y a 2 ans au CXP, qui est d'ailleurs un représentant ici à ce salon, d'interroger à peu près 300 entreprises en France et à l'étranger sur quelles avaient été leurs expériences sur le sujet. Et les chiffres ont été impressionnants. Une entreprise sur 4 seulement indiquait être restée dans le budget qui avait été alloué initialement, 1 sur 3 dans les délais qui avaient été prévus. Alors, la douleur, le coût, mais un troisième point est une réelle frustration pour la plupart de ces entreprises, parce que la vraie peine et la vraie douleur est de devoir subir un ERP qui a été mis en place et qui ne remplit pas ses devoirs, qui semble insuffisant en termes de flexibilité, en termes d'évolutivité, alors que les PME, on le sait, elles doivent se montrer tous les jours, agiles, réagir, et doivent faire de l'ERP une arme pour répondre aux exigences croissantes de leur environnement. Alors sortons du constat, si vous le voulez bien, pour s'attaquer aux causes. Et justement, comme le disait Philippe, aux natures de coûts cachés auxquels on ne pense pas. Alors, de manière simple, on va décrypter un petit peu ce recouvre les coûts de l'ERP en 3 catégories. Tout ce qui a trait au logiciel, j'entends par là les droits d'usage, également les coûts de fonctionnement. 2, la mise en œuvre, ce que l'on appelle l'intégration dans notre jargon. Et 3, derrière le mot accompagnement, tout ce qui concerne l'implication directe ou indirecte de l'entreprise pour assurer le succès de la mise en place. Alors, si on s'attache au logiciel, il y a 3 grosses natures de coûts pour fixer les idées. Les droits d'usage, qui sont matérialisés par des licences versées à l'éditeur, des licences qui peuvent être achetées à vie, c'est ce qu'on appelle des licences perpétuelles, ou des licences qui se matérialisent par un abonnement. Les modèles varient selon les éditeurs. Les éditeurs vont très souvent essayer d'apprécier quel est le périmètre d'usage, quelle est l'intensité ou la profondeur d'usage. Alors bien souvent, on s'intéresse au nombre d'utilisateurs connectés, en mode nommé, en mode concurrent. Bien souvent, on s'intéresse au périmètre fonctionnel et technique que couvre l'entreprise. Et on va aussi avoir d'autres critères qui peuvent être la volumétrie, qui peuvent être le périmètre géographique, que sais-je encore. Là, la créativité des éditeurs est pleine. Mais il est important de savoir quelle est la nature et le pourquoi de cette évaluation. La maintenance. La maintenance, c'est un coût qui est un peu, je dirais, c'est ce qui finance la R&D de l'éditeur. C'est ce qui va permettre, en fait, d'avoir l'assurance d'une solution qui peut être corrigée des éventuelles anomalies logicielles qui peuvent se produire sur l'outil que vous utilisez. C'est également la possibilité d'avoir une solution qui, de version en version, va être étoffée d'amélioration ou de réponse à des exigences légales et réglementaires. Grosso modo, donc c'est l'assurance d'avoir une solution qui est toujours à jour par rapport à votre besoin. La maintenance est souvent associée à l'assistance. L'assistance couvre un autre fait, c'est pour l'entreprise avoir l'assurance d'être bénéficier de prestations de support dès lors qu'il y a une aide nécessaire au quotidien pour le fonctionnement de la solution. Alors, bien souvent, la maintenance et l'assistance sont regroupés dans un seul package, soit assuré par l'éditeur, soit assuré par l'entreprise qui est missionnée sur l'intégration. Bien souvent, c'est un seul package, soit ça se matérialise par le simple pourcentage appliqué sur les licences, soit ça peut être quelque chose de plus sophistiqué, de type des tickets ou des forfaits pour un nombre d'unités données. Tout ce qui a trait au fonctionnement maintenant, sachant que vous voyez,
J'ai indiqué dedans des choses qui se rapportent au logiciel, mais pas seulement, qui est totalement liées aussi à l'ambition qu'a l'entreprise d'équiper l'ensemble de ses collaborateurs. Donc il y a évidemment les postes de travail qui vont équiper les collaborateurs, il y a également éventuellement les équipements mobiles, si l'entreprise est dans la logique de les doter de ce genre d'outils, et puis tout ce qui permet au logiciel de fonctionner. Les serveurs, les infrastructures informatiques, les réseaux font partie des coûts induits. Par ailleurs, ne pas oublier les coûts en ressources. Soit parce que les ressources existent dans l'entreprise, il peut y avoir des informaticiens ou une direction informatique, ou soit à l'extérieur de l'entreprise. Donc il s'agit de cette compétence nécessaire pour maintenir à flot l'application en place. Alors bien souvent, c'est pas trop là que sont les surprises, parce qu'on le sait, bien souvent les entreprises qui viennent nous consulter ont tout cela en tête et discutent très ardemment sur les coûts qui sont immédiatement connus. Lorsqu'on s'approche de la mise en œuvre, c'est là qu'il peut y avoir des coûts cachés. La mise en œuvre, donc j'ai évidemment simplifié pour donner les étapes clés. Vous allez retrouver bien tout ce qui est nécessaire et qui coûte du temps pour installer, pour paramétrer, sachant qu'avant de paramétrer, des ateliers d'analyse sont menés par l'équipe d'intégration. Des analyses qui peuvent soit porter sur une collecte de besoins, ce que l'on faisait il y a 15 ans et qui est beaucoup plus rare aujourd'hui, plutôt des analyses par écart de ce que peuvent être les spécificités de l'entreprise par rapport à des flux standards. Et éventuellement, le cas échéant, lorsqu'il y a du développement, ça peut être également des spécifications de ces développements. Tout cela va amener des phases de production, de personnalisation par paramétrage, éventuellement de développement. Tout cela, bien sûr, recetté, testé avant le go live. Les coûts cachés, pour dévoiler un peu ce dont on ne parle jamais, c'est sans doute concernant la gestion des interfaces, la reprise des données, parfois la production de rapports. Souvent, ces éléments ne figurent pas dans les cotations. Alors, soit parce que la solution ne s'y prête pas, soit parce que l'équipe d'intégration n'est pas forcément staffée pour couvrir ce genre de charges, mais bien souvent parce qu'on n'a pas idée de la propreté, je dirais, de la qualité des données issues de l'ancien système de l'entreprise. Et bien souvent, c'est un facteur de risque pour lequel il est difficile par l'équipe d'intégration de s'engager au forfait. Donc, mon conseil est de ne pas occulter ce point, d'en discuter, pour de manière à trouver les bonnes orientations et qui sait peut-être renoncer à la reprise des données historiques si cela fait du sens par rapport à la cohésion de l'ensemble. Alors bien évidemment, il y a d'autres missions que l'on pourrait intégrer. J'ai mis les formations histoire d'être, comment dirais-je, de décrypter et d'être complète dans l'information. Bien souvent, la formation concerne la formation des utilisateurs clés. Bien souvent, la formation des utilisateurs finaux est assurée par ces utilisateurs clés. Bien sûr, on peut avoir différentes variantes. Ce qui m'amène à parler de l'accompagnement, qui est un point sur lequel je pense que c'est là qu'on a le plus de progrès à faire dans l'entreprise. Quand je parle d'accompagnement, c'est déjà définir le système cible. Ce n'est pas forcément très compliqué, ça peut être très proche de l'existant ou ça peut être très éloigné. Ça peut être tout simplement une description de processus et d'organisation, ça peut être quelque chose de plus élaboré comme un schéma directeur, ça peut être pensé par les collaborateurs internes de l'entreprise, ou l'entreprise peut aussi se faire aider. Et on ne rechigne pas, en tout cas, à conseiller les entreprises qui viennent nous voir à se faire aider d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, un cabinet de conseil, pour les aider à prendre du recul sur leurs besoins. Ce qui est souvent le moins évident pour les entreprises qui s'interrogent sur la mise en œuvre d'un ERP, c'est l'implication opérationnelle dans le comité de projet. C'est le coût humain que représente un projet ERP pour les opérationnels qui ont leur mission à accomplir. L'ERP, ce n'est pas leur mission première, ils ne sont pas payés pour ça, ils sont payés pour faire des achats, payés pour faire des ventes, payés pour diriger des équipes, et ils ne sont pas missionnés. Et ça, c'est souvent quelque chose qui soit occulté, ou soit pour lesquels la direction générale, dont on a compris qu'il était important d'avoir la caution, fait office de ne pas voir, ou fait semblant de ne pas voir. Il est fondamental que les personnes clés dans l'entreprise puissent être disponibles, quitte à les remplacer. C'est ce que nous disons à certaines directions générales. Il coûte plus cher à l'entreprise de se passer d'éléments clés dans les groupes de travail que de les faire remplacer. Et ça, c'est un point qui est rarement indiqué, sachant que l'investissement humain de ces personnes clés va continuer après le démarrage de l'ERP. Le point le plus sensible pour le succès de l'ERP, c'est l'appropriation. Je ne parle pas de l'appropriation de la solution qui, en général, en tout cas si le produit est bien ficelé, devrait ne pas être une charge importante. Je parle de l'appropriation du système cible.
parce que ces interlocuteurs vont porter et défendre, faire en sorte que l'adoption et l'adhésion des utilisateurs dans l'ensemble de l'entreprise soient pérennes et les poursuivre dans l'accompagnement dans le futur. Alors, ce schéma que j'ai simplifié vous donne un peu une idée de la complexité potentielle d'un projet ERP, et il est facile effectivement d'oublier des choses. Alors, on va se dire, mais il y a peut-être des leviers, il y a peut-être des choses que l'on peut peut-être alléger. On y a pensé bien évidemment chez Sage. On peut sans doute alléger tout ce qui a trait au fonctionnement du logiciel. On peut alléger sa mise en œuvre. Alors, on peut classiquement, bien sûr, installer le ERP sur site dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le on-premise, ou alors déléguer la tâche de mise en œuvre et d'administration à un prestataire qui est un professionnel et qui a su mutualiser des ressources et des expertises pour ce faire, qui est même capable, au-delà de la mise en œuvre et de l'administration courante, capable de s'engager sur des niveaux de sécurité, sur des niveaux de disponibilité. Et pour l'entreprise, c'est un vrai bénéfice, puisqu'on va pouvoir s'abstraire de toute la complexité à laquelle elle n'est pas forcément prête. On va pouvoir s'abstraire de l'administration, des mises à niveau de logiciels, et également on va pouvoir faire l'économie d'expertises qui sont rares et chères. C'est l'hébergeur qui va investir dans la mutualisation d'un administrateur de base de données ou d'un administrateur réseau. Donc pensez un petit peu le bénéfice pour l'entreprise. L'autre levier va pouvoir concerner, nous, les droits d'usage, les droits exigés par l'éditeur. On s'est interrogé sur la chose chez Sage, et plutôt que de prendre une licence perpétuelle, il peut être flexible pour une entreprise de souscrire à travers un abonnement à l'usage de logiciel, alors suivant une logique mensuelle ou annuelle, sachant que la flexibilité est de bénéficier de l'utilisation de la solution non pas sous forme d'un investissement, mais d'une charge, une charge qui est prévisible et qui est particulièrement flexible parce que l'entreprise pourra ajuster l'utilisation et les licences en fonction de la réelle utilisation de la solution, que ce soit en termes de périmètre, en termes de nombre d'utilisateurs. Alors chez Sage, il se trouve que nous n'avons pas conjugué, il n'y a pas de lien étroit entre ces deux modèles, chacun peut être utilisé indépendamment. Et puis il y a le modèle SaaS qui fait tant couler d'encre, qui tout simplement la conjonction des deux, où là effectivement on bascule dans l'idée où l'utilisation de l'ERP ou de la solution logicielle n'est qu'un simple service dans lequel on s'abstrait totalement à la fois de la mise en œuvre, de l'administration, de l'assistance, de la maintenance, et on ajuste cette consommation à son juste besoin, sachant que l'administration pourra être mutualisée par l'hébergeur, soit dans un cloud privé, dans un cloud public, Amazon, Azure en sont des exemples, et cette mutualisation pourra être monotenant, multitenant selon le niveau de personnalisation qu'on s'accorde à proposer à l'entreprise. Alors, ces modèles recueillent, et sans surprise, une très forte adoption chez les plus petites entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ces entreprises ont besoin d'aller très très vite à l'essentiel et au résultat, et c'est un moyen pour elles que d'accéder aux bénéfices d'un ERP. D'ailleurs, chez Sage, on a entre les lignes 30 et les lignes 100, la souscription et tout ce qui est classe, on a déjà depuis le démarrage plus de 6000 clients qui ont adopté ce type de solution. Chez les moyennes entreprises, qui est un point d'attention pour nous, c'est plus lent. Hein, l'adoption est plus lente et c'est normal. Je le disais tout à l'heure, elles sont en renouvellement de systèmes d'information, ils ont une histoire qui leur est propre et l'adoption se fait plus rapidement. Alors là aussi, on s'est appuyé sur des études pour avoir un petit peu le cœur net sur la réduction des coûts que les moyennes entreprises ont pu observer sur la base de faits concrets. On a interrogé pas moins de 670 entreprises dans une dizaine de pays, donc des moyennes entreprises, c'est-à-dire entre 100 et 500 employés. Et il est intéressant de constater qu'une entreprise sur 4 atteste avoir réduit de 25% ses coûts de fonctionnement logiciel par rapport à une installation sur site, et que pour 1 sur 5, pour 20% d'entre elles, cette réduction des coûts a même atteint 50%. Alors, ce qu'il faut quand même préciser de notre observation, c'est que l'adoption en matière de cloud pour l'ERP est beaucoup plus frileux, je dirais, puisqu'aujourd'hui, selon cette même étude, ce serait 20% des entreprises aujourd'hui qui se sont essayées à exploiter un ERP dans le cloud, mais tous les observateurs s'attachent à dire que cette inversion, cette tendance devrait s'inverser avec une grande majorité, aux alentours de 60% des entreprises, qui vont intégrer en tout cas le cloud dans leur réflexion de choix de ERP. Alors, tout le monde, je vous rassure, ne va peut-être pas forcément se retrouver dans ces schémas théoriques, et que la vraie vie
La vraie vie, c'est que c'est souvent un mix de tout ça. La vraie vie, c'est que bien souvent, les entreprises qui s'interrogent sur la mise en place d'un ERP vont devoir, et c'est la meilleure approche à avoir, vont devoir, bien sûr, trouver la bonne solution, trouver le bon intégrateur, mais surtout adopter la meilleure approche par rapport à leur contexte spécifique, par rapport à leur histoire propre, par rapport à leur lien avec l'informatique qui peut imposer des choix. C'est ainsi qu'il n'est pas surprenant chez des moyennes entreprises de trouver un mixte entre des modèles chez le client et puis certains services correspondant à des domaines fonctionnels entiers ou des services transverses pour l'entreprise dans le cloud. Il n'est pas rare d'avoir des lotissements d'ERP tout simplement en lien avec le calendrier et la saisonnalité qui s'imposent à l'entreprise et qui ne sont pas des éléments techniques. Il n'est pas rare chez les groupes nationaux et internationaux d'avoir une approche industrielle pour harmoniser les pratiques dans les filiales avec un principe de ce qu'on appelle un corps modèle, qui est une espèce de flux standard à l'intérieur du groupe, tout en acceptant bien évidemment des exceptions. Alors je me suis attachée à me pencher sur quelques recommandations que je me permettrai de vous faire et j'ai sélectionné parmi l'ensemble des retours d'expérience celles qui me semblaient importantes parce que méconnues et également valables quel que soit le modèle que l'on vient d'évoquer. Le premier, il est important et c'est ce qui va faire que l'ERP sera à la hauteur de vos exigences immédiatement et demain, c'est de prendre du recul sur quelle est la nature des bénéfices à attendre, quels sont les enjeux pour l'entreprise. C'est ce que j'appelle le pilotage par les enjeux. Ça veut dire également être capable d'être honnête avec soi-même ainsi qu'avec l'offreur de solutions sur la réalité de ses limites, notamment en termes de ressources, pour être certain qu'on ne part pas sur un référentiel qui n'est pas en phase avec la réalité du terrain. On a parlé de la disponibilité du groupe projet. Je me permettrai de parler de la qualité et des profils requis dans le groupe projet. Bien souvent, on pense en fait à missionner des personnes qui seraient moins coûteuses, entre guillemets, parce qu'affectées à des postes de travail plus opérationnels. Il est hyper important pour avoir la hauteur de vue que parmi les utilisateurs clés figurent des gens qui ont suffisamment de recul par rapport à ce que sont les enjeux commerciaux, logistiques, financiers de l'entreprise. Deuxième point, favoriser une logique standard. Alors ça, c'est un discours que je crois tout le monde a. Les éditeurs ont compris l'importance d'injecter dans le standard des solutions les bonnes pratiques. Il est important aussi d'avoir ce discours que je partage avec vous et qui est un discours que nous tenons auprès de notre écosystème de partenaires, qui est de ne pas répliquer l'existant, ou en tout cas, à chaque fois qu'on se pose la question de répliquer l'existant, vérifier s'il n'y a pas de meilleures pratiques à concevoir. Et il ne s'agit pas de proscrire le développement, parce qu'il peut être nécessaire, mais un produit suffisamment évolutif doit permettre de matérialiser un maximum de règles spécifiques, non pas par le développement, mais par le paramétrage. Et puis le dernier point, on a noté tout à l'heure la qualité des données. Il est important de vérifier la qualité des données. Peut-être certains ont vécu des projets de mise en place de CRM ou de décisionnels. Le résultat peut être lissé par le bas, tout simplement à cause de la qualité des données. Et il est important aussi de profiter de l'opportunité pour anticiper la qualité future des données. Alors, en termes de recommandations, les recommandations portent sur les entreprises, sur les intégrateurs. Et bien sûr, nous, éditeurs, on n'échappe pas à un certain nombre d'exigences. Quelles sont les exigences qu'on s'applique pour justement aider à réduire les coûts? Eh bien, que nos solutions soient parfaitement outillées, qu'elles soient complètes fonctionnellement et techniquement pour couvrir les besoins, qu'elles soient suffisamment spécialistes en intégrant d'office les besoins sectoriels, qu'elles soient conformes à l'évolution réglementaire. Parfois, on tisse des partenariats industriels avec des éditeurs référents parce que, aussi petite soit l'entreprise, elle peut avoir nécessité d'outils experts. Et donc, tout cela se vérifie dans notre R&D. La plateforme applicative, la modernité des plateformes, ça c'est hyper important. C'est comme dans votre automobile, c'est le moteur. Le moteur doit incorporer nativement les aptitudes mobiles, le décisionnel, l'aptitude au cloud, le workflow, les notifications, la gestion électronique de documents. Tout cela, si c'est déjà dans la boîte, c'est quelque chose qu'il n'y a pas à réinventer lorsqu'on met en place le RP. Et puis, bien sûr, au-delà de la R&D, il y a également tout ce qu'on peut faire dans la finalisation du produit. Il y a un peu à l'instar de l'automobile, il y a le pré-usinage des pièces. Eh bien, on pré-paramètre les livraisons de nos logiciels de manière à gagner du temps sur le terrain de la mise en place. Et puis également, on tâche d'aider notre écosystème à être plus spécialisé
sur les plans fonctionnels et techniques. Et on l'a dit tout à l'heure, on parlait de modèle flexible de commercialisation. Eh bien, c'est évidemment le virage que nous avons pris en permettant de disposer de la même teneur d'offres, quelle que soit la manière dont on va consommer le logiciel. Alors Philippe me dira que ça c'est de la promo, mais non, c'est pas de la promo. C'est ce que vous pourrez voir sur notre stand Sedge si vous venez nous voir et découvrir à quel point nos solutions peuvent répondre aux besoins et à quel point l'ergonomie des solutions a son importance à la fois dans l'adhésion, l'adoption par les utilisateurs, et ça aussi c'est facteur de coût à réduire. J'en terminerai en ayant tenu les temps, j'en terminerai par un petit clin d'œil à Philippe sur un peu provocateur, dire mais est-ce qu'on est bien sûr d'avoir choisi le bon débat? Est-ce qu'on est sûr, quand on parle de coûts d'abord et sans parler de bénéfices, ce qui sera peut-être le lieu d'un autre keynote, est-ce qu'on a raison de parler de se concentrer sur le RP? À vrai dire, ma recommandation, c'est de prendre du recul, comme je l'ai précisé déjà à plusieurs reprises, parce que derrière le projet ERP, le ERP n'est qu'une brique d'un projet d'entreprise. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a deux typologies d'entreprises qui viennent nous voir. Les entreprises les plus matures, qui généralement ont un enjeu stratégique, ont bien fait le lien entre la satisfaction de cet enjeu et puis la remise en cause de leur système d'information et viennent naturellement à moderniser leur ERP. Pour les structures les moins matures, c'est réellement l'engagement qu'on leur propose de prendre, qui est de prendre du recul et de remonter vers les enjeux stratégiques. J'en terminerai par dire que les vrais, puisqu'on parle des vrais coûts, les véritables coûts pour l'entreprise, il est réellement caché. Le plus redoutable pour l'entreprise serait de choisir un ERP qui serait inapte à servir les enjeux de l'entreprise.